Bonjour Marc, comment tu vas? Oui, très bien, merci. Donc, effectivement, la présentation de ce soir va s'inspirer du A7S3, mais va surtout se concentrer non pas sur les particularités du A7S3, mais sur les nouveautés ergonomiques et fonctionnelles introduites par le A7S3 et que l'on va retrouver bientôt dans les nouveaux boîtiers qui vont sortir. Aujourd'hui, on ne va pas parler de vidéo dans l'A7S3, etc., mais vraiment de tout ce qui est ergonomique qui vient avec les nouveaux modèles. Voilà. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis ambassadeur Sony. Je suis le rédacteur du sonyalpha.blog où vous retrouvez les tests de plus de 300 objectifs en monture E. Je donne aussi des formations, des workshops. Le blog, si vous ne le connaissez pas, sur Sony Alpha Blog, vous retrouvez le test de toutes les optiques disponibles sur la monture E et avec notamment en lien plus de 20 000 photos prises avec les 300 objectifs disponibles pour la monture E pour vous aider à choisir objectif ou autre. Oui, mesdames et messieurs, je vous conseille vraiment une fois de regarder son site parce que c'est vraiment comment Marc le fait, détaillé techniquement. On apprend aussi chez Sony beaucoup. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Je vais alterner différentes vues. Donc, la première partie que je voudrais couvrir, ce sont toutes les ergonomies, les améliorations en termes d'ergonomie matérielle. Donc, je vais switcher ici. Donc, j'ai un boîtier à ma disposition. Et donc, une des premières nouveautés qu'on voit, c'est bien entendu l'écran rotatif. Un instant. Voilà. Ici, qu'on peut retourner pour protéger durant le transport. On voit également le nouveau bouton REC qui est dans une position beaucoup plus facile d'accès. Et donc le bouton C1 qui était ici est relégué là où était... voilà. On va pivoter. Ouais. Ici où était le bouton REC. Donc c'est une petite habitude à avoir, mais le bouton vidéo devient beaucoup plus facilement accessible. Autre petite nouveauté ergonomique qu'on retrouve déjà parfois dans le A7R4, c'est le verrouillage de la molette d'exposition, ici. Le bouton rouge de Record, on le trouve déjà dans le A7C, donc vous voyez que les choses viennent progressivement se mettre dans tous les nouveaux boîtiers. On a une poignée qui est également plus épaisse, et donc qui tient mieux en main. Donc on n'a plus besoin, comme on avait sur le A9 et le A7R3, de ce petit grip d'extension pour le petit doigt. Il tient vraiment complètement en main maintenant. Donc la prise en main est beaucoup plus agréable.
on a, et ça, ce n'est pas sûr que ce soit sur les nouveaux boîtiers non vidéo, on a une prise HDMI complète qui est beaucoup plus donc solide. Souvent avec l'ancienne prise, en triturant les câbles, on arrivait à casser les câbles. Là, on a une vraie prise HDMI complète et également des trappes qui sont beaucoup plus, je dirais, solides, qui sont plus mieux conçues. Oui, c'est surtout aussi pour éviter qu'on casse les câbles HDMI ou aussi parfois comment on appelle ça, les capteurs HDMI qui sont accrochés dans les appareils. Comme ça devient certainement plus solide et ça tient plus longtemps la route. Et ça, c'est aussi le but de cette caméra, c'est qu'elle est plus costaud et qu'on peut faire vraiment une belle aventure avec. Oui, tout à fait. Alors, une autre chose que je vais vous montrer en live, je vais juste orienter. Voilà. Ouais, c'est assez visible. Donc, on a comme sur les smartphones maintenant une vraie fonction tactile complète. Et donc, on peut facilement passer d'une photo à l'autre comme sur un smartphone. En double-cliquant, il zoome. Donc, on a toutes les fonctionnalités de zoom, dézoom, tout à fait comme sur un smartphone. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour visualiser, pour montrer à des amis. C'est vraiment ergonomiquement beaucoup plus agréable. Un autre point, une petite nouveauté qui n'est pour l'instant que sur le A7S III, mais qu'on retrouvera certainement dans les nouveaux modèles, le point d'autofocus est affiché. Donc, c'est un choix dans les menus. Mais moi, j'aime bien, quand j'ai fait une photo, je peux voir si vraiment la F a été exactement là où je l'avais positionnée. Et entre deux, trois photos qui ont été prises, il peut parfois avoir une petite différence en termes de point d'autofocus. Là, ça me permet de voir où le boîtier a fait la mise au point. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez agréable. Alors, bien entendu, le nouveau menu est là et ce nouveau menu est tactile et donc on peut tout sélectionner à la main de nouveau comme sur un smartphone. Donc, beaucoup plus facile de sauter, je dirais, du chapitre 1 au chapitre 6. On n'a pas besoin de faire défiler la molette. Tout ça vient très naturellement et ça se passe très facilement, quoi. Donc ça, on a bon espoir de retrouver ça dans les nouveaux modèles qui seront annoncés. Alors, comme autre nouveauté ergonomique matérielle, et je vais remettre ça en place, quelque chose qu'on avait déjà sur le A7R4. Attendez, ici, oui. La griffe ISO accepte maintenant une transmission complètement digitale du signal d'un micro. Donc, j'ai le fameux micro ici, ECB1M. Voilà, qui va transmettre directement le son en digital au boîtier sans perte analogique de transformation, etc. Donc ça, on l'avait déjà sur le A7R4, sur le A92. On le retrouve sur ce boîtier, sur également, je crois, le A7C, donc tous les nouveaux modèles un peu plus tournés vidéo, ou même des modèles comme le A7R4 ont cette possibilité d'avoir cette meilleure connexion pour l'audio sans perte de signal avec un son entièrement digital directement. J'ai une petite question ici de Christian. Oui. Le MI Shoe digital est toujours compatible analogique? Oui, tout à fait. Et même ces micros, ici, vous voyez, donc là, il est avec son petit Dead Cat, mais ici, il y a digital analogique. Donc, même si on achète ce micro qui est compatible pour transmettre le signal entièrement en digital, on peut le mettre sur un ancien boîtier et le faire fonctionner en analogique. Et si on met un micro classique, il va transmettre le signal via la broche en analogique classique, quoi. Donc, il y a une complète compatibilité. Bien entendu, si vous branchez ce micro en digital
sur un boîtier qui n'accepte pas, il n'y aura pas de signal. Il faut faire le switch manuellement en fonction du boîtier sur lequel vous le connectez. Mais c'est un bon investissement, même ce micro qui est vraiment très bon, même si vous n'avez pas encore la griffe qui permet de l'exploiter pleinement. Il est vraiment très agréable. Voilà, mais donc ça, c'était pour les nouveautés vraiment matérielles. Alors, autre nouveauté matérielle, la bague, pardon, la trappe est également, voilà, ici. La trappe pour les cartes mémoire a une meilleure étanchéité, même chose pour la batterie. Donc, tous les joints d'étanchéité ont été améliorés et on accepte maintenant en plus des cartes SD standard, les CFA, qui sont des cartes qui permettent des vitesses nettement plus élevées. Donc, je vais retourner à la présentation. OK. Ici, donc ça, je vous ai mentionné déjà. L'écran orientable, donc pour tout ce qui est vidéo, vlog, pour pouvoir se filmer soi-même plus facilement, mais également quand on est dans des endroits exigus, contre un mur, on ne sait plus reculer, il y a moyen de viser plus facilement, ou pour des prises de vue au sol. L'écran tactile, je vous en ai parlé. La prise HDMI aussi. Voilà. Et donc, pardon, excusez-moi. Hop. Ici. Les nouvelles cartes. Et donc, le slot accepte les deux cartes. Évidemment, pas à la fois, mais on peut glisser ou l'une ou l'autre. Et donc, comme ces cartes CF Express type A sont données jusqu'à 700 mégas par seconde, je vous laisse imaginer si on inclut ça dans un A7R4 qui produit des fichiers de 60 mégas. C'est une capacité au maximum de ce que sait faire le A7R4, donc de 10 images par seconde en continu. Donc, on peut, théoriquement, il n'y aurait aucun problème de ralentissement. Pour l'instant, on peut faire à peu près 70 photos avant que le buffer ne commence à être rempli et que ça ralentisse. Avec une carte CFA, même à 60 millions de pixels, on peut faire une rafale en continu jusqu'à épuiser la capacité de la carte, quoi. Donc, ce sont vraiment des toutes nouvelles possibilités qui s'offrent à nous avec ce nouveau format, pas seulement pour la vidéo, mais également pour la photo. Donc, si on a des nouveaux, je dirais, un nouveau boîtier à 30 millions de pixels, théoriquement, on pourrait faire du 20 images par seconde en continu, non-stop, jusqu'à épuiser la carte. Ou si c'est du 50 millions de pixels, 10 images, 12 images par seconde en continu, sans aucun problème. Il m'est arrivé souvent en faisant du sportif ou en photographiant des danseurs, avec le A7R4, de devoir ralentir, de devoir faire une pause parce que le buffer n'arrivait pas à suivre. Avec ces nouvelles cartes, c'est un gros avantage. On aura vraiment quelque chose d'assez illimité en termes de rafale, en RAW, quelle que soit un peu la résolution, quoi. Et ça veut simplement aussi dire que voilà, pour avoir ce résultat, on aura, donc, le technique a tellement évolué que voilà, si on peut prendre 20 images par seconde en rafale, ça veut dire qu'on peut vraiment choisir l'image qu'on voudrait utiliser après. Ouais, on pouvait déjà le faire avec le A9 qui pouvait faire jusqu'à 200 images, mais à 24 millions de pixels. Ouais. Là, c'est plus 250 images, c'est 160, même pas 320 gigas d'images, parce qu'il y aura les deux slots, si on veut. Donc, voilà, c'est pour ceux qui font beaucoup de rafales. C'est une très belle amélioration. Alors, autre point qui est très important, je ne sais pas ceux qui nous écoutent s'ils sont plutôt sur des A7 III, R3, R4, c'est une bonne mais le question. viseur, il est assez extraordinaire sur le A7S3. On est à plus de 9 millions de pixels dans le viseur électronique, contre 2,4 pour l'A7 III. Déjà, quand on passe de l'A7 III à l'A7R4, on prend une claque, mais là,
C'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment l'écran est énorme et il est tellement grand que Sony a prévu pour certains qui trouvent l'écran trop grand de pouvoir le réduire. Pour vous dire, on est vraiment plongé dans la scène au complet et on a un facteur de grossissement de 0,9 alors qu'on était à du 0,78 sur les 7R3, 7R4, etc. quoi. Et donc, c'est l'équivalent dans l'écran de 2048 x 1536 pixels contre 1024 x 768. C'est comme passer de la Full HD à la 4K en termes de résolution. Donc, l'écran est d'une finesse vraiment superbe. Donc, j'espère qu'il y aura ce viseur-là sur les nouveaux modèles. On voit vraiment, même par rapport à CDR4 qui avait 5,76 millions de pixels, on voit quand même encore une amélioration, quoi. On n'a plus du tout aucune fatigue visuelle, c'est vraiment très, très agréable. Bien sûr. J'espère que Philippe, votre réponse a été. Vous avez reçu les questions à votre réponse parce qu'on avait reçu une question de Philippe à propos du viseur. Donc, merci Marc de très bien expliquer tout ça, l'évolution. Voilà. Et donc aussi, pour ceux qui viennent du A7 III, à partir du A9, 7R4 et le CS3, il y a moyen de choisir la fréquence de rafraîchissement. Donc, on peut privilégier soit de la résolution, mais avec une fréquence de 60 Hz en termes de rafraîchissement, soit de privilégier la fluidité avec une résolution légèrement moindre à 120 Hz si on fait du sportif. Donc, pour la photo de précision, on prendra la plus haute résolution du 60 Hz, ça suffit. Et si on fait la rafale du sportif, on préférera une fréquence à 120 Hz au prix d'une très légère diminution de la résolution, quoi. Donc, il y a le choix, en tout cas sur tous ces modèles à partir du 7R3, entre ces deux fréquences. Voilà, et ça ici, ah non, ça vous ne la voyez pas. On va passer ici, vous n'allez plus me voir. Donc, j'ai mis un petit extrait de l'écran. Il y a l'option du grossissement du viseur standard ou zoom arrière. Si l'écran est trop grand pour vous dans le viseur, il y a moyen de ne prendre qu'une partie pour certains qui portent des lunettes ou en fonction de la position du nez, on n'arrive pas à tout voir tellement c'est grand. Donc, il y a cette petite option de, je dirais, moi j'ai des lunettes, j'ai aucun souci. Ouais. Voilà, passons à la suite. Marc, une question de Paul Drone vidéo, mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'on va y arriver plus tard. Donc, il demande, dans le menu, je n'ai pas réussi à afficher l'histogramme dans un menu de mon choix. Histogramme dans le viseur ou dans l'écran arrière? Ah, ça c'est Paul, si vous savez encore vite. Voilà, l'écran. Ok, mais ça c'est une des options, je vais essayer de le montrer, mais c'est un des paramètres. Rappelle-le-moi peut-être un peu plus tard. Ok, parfait. Alors, une nouveauté aussi qu'on trouve dans l'A7C, dans le ZV1, qui est le RX100 tourné vidéo, et dans l'A7S3, c'est l'apparition d'un gyroscope. Donc, gyroscope, c'est ce qu'on retrouve dans les gimbals, qui enregistre en fait, et on les retrouve dans les smartphones également, ça enregistre à tout moment quelle est la position dans l'espace du boîtier. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, en donnant ces informations à un logiciel, de stabiliser vraiment, je dirais, votre vidéo et d'avoir le même effet qu'une gimbal sans en avoir une, juste en utilisant les données du gyroscope. Et donc, par rapport à une vidéo non stabilisée et stabilisation capteur, cette fonctionnalité avec le gyroscope fait encore nettement mieux. Donc, je vais vous montrer un petit essai que j'avais fait le mois passé. Marc, est-ce qu'on pourrait aussi un peu parler du Catalyst Browse? C'est ce que je vais montrer maintenant, en fait. Ouais. Donc, c'est un programme qui est fourni par Sony. Et donc, si vous avez un boîtier Voilà, Sony, je vais y arriver. Donc, en fait, pour pouvoir utiliser le gyroscope ne s'utilise pas en même temps que la stabilisation. C'est incompatible entre les deux. Donc, si on veut utiliser cette fonction de stabilisation via le gyroscope, on doit mettre la stab sur off. Okay. On fait sa vidéo normalement.
Il faut savoir aussi que cette fonctionnalité n'est pas compatible avec le 4K 100 Hz. Elle s'arrête au 4K 50 ou 60p, mais pas avec le 100 Hz. En 100 Hz, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une limitation actuelle. On verra si Sony arrive à l'implémenter sur le 4K 100p, mais pour l'instant, c'est du 25 ou du 50 où on peut retrouver cette fonction. Donc, on télécharge son Rush dans ce logiciel Sony Catalyst Browse, qui est ici. Voilà. Si la vidéo contient des données de gyroscope, on a un tout petit sigle ici. Il n'est peut-être pas très, très visible à l'écran, mais ça indique que le logiciel a trouvé des données de stabilisation. Je ne vais pas faire l'opération maintenant, parce que avec la réunion Zoom, il y a du lag, mais je vais vous montrer le résultat. Okay. En fait, quand il fait la stabilisation via le gyroscope, il croppe légèrement pour pouvoir justement stabiliser l'image et il y a moyen de choisir dans les options du logiciel, soit en automatique, soit de dire je veux cropper au maximum à 95%, à 80%. Donc, on peut choisir la quantité de rognage qu'il peut utiliser pour faire la stabilisation. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors, on va faire fichier ouvrir fluorescent ici. Donc ça, c'est la vidéo non stabilisée. Vous voyez que ça bouge pas mal, on a un peu le mal de mer. Voilà, je vais déjà arrêter là et je vais vous montrer la version faite par Catalyst Browse. C'est clair qu'il y a un changement, hein. C'est beaucoup mieux. J'ai fait les différents essais par rapport à la Stab Capteur. C'est vraiment beaucoup plus stable. Bon, là, il y a toujours un petit lag à cause de zoom, et vous voyez que l'image est nettement plus stable, quoi. Donc, on peut suivre quelqu'un en marchant, ce sera vraiment parfait comme avec une gimbal, quoi. Est-ce qu'on peut un peu expliquer plus le programme Catalyst? Comment on peut être fourni? Donc, en fait, si je ne me trompe pas, c'est un programme C'est sur le site de Sony, vous mettez Sony Catalyst, on le télécharge. Par contre, pour bénéficier de ces fonctionnalités de stab, d'utilisation du gyroscope, il faut entrer le numéro de série du A7C, du A7S3, etc. pour débloquer certaines fonctions. Mais vous y avez droit si vous avez un produit, je dirais Sony d'origine, etc., quoi. Voilà. Donc, pour les gens qui suivent par Zoom, en fait, il y a Christian qui a passé le lien de site pour retrouver ce software. Voilà, ça c'est pour la fonctionnalité Catalyst. Elle n'est pas vraiment expliquée dans le mode d'emploi. Donc c'est un peu une fonction cachée, mais quand on la connaît, on l'utilise de plus en plus, quoi. En tout cas, bon, ça c'est pas non plus documenté. Je l'ai vu par expérience, mais ça se limite au 50p. Et si on veut faire du 100p, là, il faut retourner vers de la stab capteur classique ou une gimbal si on veut. Voilà, j'avais fait les petites remarques ici, il fonctionne en 50p ou 25, bien évidemment, mais pas en 100. Et il faut mettre la stab sur off absolument. On ne peut pas le faire a posteriori. Si on a filmé avec la stab capteur, c'est foutu. On ne pourra pas utiliser les données du gyroscope. Ok, je reviens ici. Voilà, ça c'est les. On voit un peu mieux ici le logo des données. Il nous montre avant-après et on peut voir ici le facteur de crop qu'on peut choisir.
Comme ça, j'ai remis la webcam. Voilà. Donc, le nouveau menu. Je vais brancher le A7S3 pour pouvoir vous montrer en direct. Il y a Christian qui nous passe le message qu'en fait, le Catalyst Browse se trouve gratuitement sur le site sonycreativesoftware.com. Allez regarder sur ce site parce qu'il y a encore des autres applications et softwares qui sont aussi disponibles à vérifier. Voilà. Donc, vous voyez les grands changements, c'est qu'au lieu d'avoir une structure en tab à l'horizontale, elle est verticale. Le grand changement, c'est qu'il y a 3 niveaux qui sont directement visibles. Donc, on voit cette hiérarchie, on sait en permanence dans quel sous-menu on est, puisqu'on voit en permanence le premier niveau d'onglet, le second niveau et le troisième niveau. Donc, c'est beaucoup plus clair. On a aussi un menu complètement différent si on est en photo ou en vidéo. Donc, certaines options qui n'existent qu'en vidéo ne seront sélectionnables et modifiables que si on a la molette supérieure qui est sur l'onglet vidéo. Et donc, ça permet aussi d'avoir un menu légèrement allégé pour que les options spécifiques ne soient pas mélangées selon le mode. Bien entendu, dans les deux modes, on trouve des options générales. La gestion des cartes mémoire, du viseur, qui sont communes aux deux, elles se retrouvent dans les deux modes. On a enfin une organisation également un peu plus logique, avec, je vais le montrer en live, tout ce qui est sur l'exposition, la colorimétrie est là. Tout ce qui est sur l'autofocus, le manual focus, le picking, etc., tout est regroupé. Avant, c'était dispersé. Il y avait une section à F, mais le picking était ailleurs. Il fallait avoir un petit bloc-notes ou faire son My Menu pour retrouver ces options. C'est déjà beaucoup plus clair. Je vais passer sur ici. OK. Voilà. On a également, par exemple, tout ce qui est sur l'AF, visage, œil, tout ça est regroupé au même endroit, beaucoup plus clair, quoi. Et pour tout ce qui est, par exemple, les options sur l'écran, le viseur, etc., ça se trouve au même endroit. Avant, c'était dans 2, 3 menus différents, donc il y a quand même un peu plus de logique. Tout n'est pas encore parfait. Il y a encore 1 ou 2 trucs bizarres, mais je dirais à 95%, c'est beaucoup plus logique que les versions précédentes. Donc le ménage a bien été fait. Il reste encore une petite marge de progression, mais on a quand même quelque chose maintenant de beaucoup plus agréable. Donc je reviens ici. Donc c'est bien cet histogramme-là qui est en bas à droite que je ne sais pas qui avait demandé si on pouvait les avoir ou pas. Un petit instant, Marc. Donc, en fait, donc, tu parles pour le viseur, hein? Ben, quelqu'un avait demandé qu'il ne voyait pas l'histogramme dans le. C'est pas le viseur, hein, sur l'écran arrière. Ça, c'est l'écran arrière. Ouais. Donc, je n'ai pas réussi à afficher l'histogramme dans un menu de mon choix à l'écran. Dans un menu de mon choix. Ça, je ne crois pas. On peut, en fait, en appuyant sur le bouton DISP au-dessus, il y a moyen de switcher dans les différents modes de l'écran arrière. Et dans un des menus, il y a moyen de choisir quelles sont les informations affichées, dont l'histogramme, normalement. OK, mais peut-être que ce sera un peu long maintenant. La personne peut m'écrire. Je peux lui envoyer le screenshot du menu où ça se trouve exactement pour l'aider, quoi. On peut faire ça. OK? Ça va, parfait. Paul, sinon, vous m'envoyez un petit mail et je vous mets en contact avec Marc.
OK, donc ça, c'est pour les menus. Je ne vais pas passer à travers les 300 options du menu. Elles sont bien réorganisées. Ah, bah sinon, on aurait fait un webinaire de 4 heures, non? Ouais, plus que 4 heures. Plus que 4 heures. Voilà. Alors, Bon, je et voulais voir avec vous certaines bien. fonctions. Ah oui, je vois, il y avait une question. Oui, je n'ai parlé de la stabilisation uniquement sur les modèles Sony Alpha, mais sur effectivement, les FX6 et FX9, on retrouve ce même principe de gyroscope, hein, qu'on peut utiliser. Donc, il y a toute une série de nouvelles fonctions par rapport au A7III, mais qu'on retrouve déjà sur le A7C, A7R4, A9II. Mais donc, je voulais vous en parler pour ceux qui migreraient d'un A7III vers un futur A9III, A7IV, peu importe ce qui sera annoncé fin janvier. Il y a certaines fonctionnalités qui sont sur le A7C, le A7R4 que vous allez trouver. La plus grosse nouveauté, il y a toute une série de nouveautés relatives à l'AF, l'autofocus. Donc, il y a le real-time tracking qu'on a déjà sur la 9, sur la A7R4, qu'on a sur le A6600, qui est un mode d'autofocus qui, une fois qu'on l'a essayé, on oublie quasiment tous les autres modes, tellement cet autofocus est performant. Donc, cette nouveauté-là, pour moi, suffit à elle seule de migrer vers n'importe quel autre boîtier que la C3 si l'AF est important pour vous. Il y a un tracking qui est vraiment phénoménal. Un petit point, c'est la circulation du point focal. Et ça, pour vous le montrer, ce sera peut-être plus simple de switcher ici. 34. Vous voyez l'écran. Donc, le point focal, d'abord, on peut choisir la couleur entre rouge et blanc. Donc, plus besoin d'essayer de deviner ce point qui était souvent en gris, on ne savait pas où il était. Maintenant, c'est très clair. Par contre, quand on devait passer rapidement de la gauche à la droite au bas, quand on atteignait le bord, ben, il fallait retourner et refaire le joystick complètement de l'autre côté. Ici, le joystick permet de passer d'un bout à l'autre sans s'arrêter. Donc, de haut en bas, on est sur une sorte d'écran virtuel. Et donc, quand on est au bord avec le point, on sait facilement aller de l'autre côté avec un petit mouvement plutôt que de devoir repasser à travers tout l'écran. Donc ça, cette petite option s'appelle la circulation du point focal. On l'active et puis après, ça vient naturellement. Alors, un autre point très, très important, c'est, je reviens ici, voilà, c'est la possibilité de limiter les zones AF. Donc ça, je vais vous le montrer en live aussi. Est-ce que je l'ai programmé sur cet appareil? Un petit instant. Menu. Donc, voilà. C'est une option qui s'appelle Focus Area Limit, limitation des zones d'autofocus. On voit ici que tous les modes standards, le mode white, large, zone, central, flexible spot small, medium large et expand flexible spot sont activés. En mode normal, il y a un mode tracking. Et donc, l'option de base qu'on avait listait tous ces modes et on devait sélectionner de l'un à l'autre. A priori, comme le tracking fonctionne tout le temps, on peut disabler, enfin, donc cacher toutes ces options et ne garder, par exemple, le central, je n'utilise pas puisque le flexible spot fait la même chose. Donc, moi, j'ai gardé en fait uniquement zone, je n'utilise pas tellement. J'ai gardé le large, le flexible spot small et large. Donc, je n'ai plus que 3 options dans le menu, celles que j'utilise le plus souvent. Et on peut programmer un bouton non plus pour sélectionner soit l'un ou l'autre en faisant défiler, mais avec un appui, il permute entre les modes qui restent. Donc, au lieu d'avoir 2, 4, 6, 7, 14 modes dans lesquels on peut passer, je n'ai plus que 3 modes. Et au lieu de devoir les sélectionner
mode 1, 2 ou 3, j'ai un bouton, je clique dessus et il permute entre les 3 modes. Donc, Ouais, c'est pour créer des raccourcis. ça facilite vraiment l'ergonomie quand on doit très souvent changer de type de zone, switcher entre large, small ou large. Avec un clic, on switch d'un mode à l'autre, alors qu'avant, on avait le menu, on devait choisir entre, on voyait tous les modes s'afficher, même tous les modes qu'on n'utilisait jamais. Donc, il y avait beaucoup plus de clics et pour arriver à sélectionner le bon mode. Là, on multiplie par 4 ou 5 la vitesse avec laquelle on change de mode d'autofocus. Donc ça, c'est déjà présent sur le A7R4. Et bien évidemment, ça a été reconduit ici. Mais dans le feu de l'action, c'est vraiment une amélioration ergonomique très importante. Alors aussi, on a le IAF en vidéo, qui est introduit également avec le A7R4. Donc, avant, on avait un tracking uniquement des visages en vidéo. Là, il fait du IF également en vidéo. Alors, un mode qu'on a également, c'est assez difficile à vous le montrer en live. C'est un mode qu'on appelle Aperture Drive, le mode d'entraînement du diaphragme. Donc, quand on shoot en studio ou dans des environnements de faible luminosité, si on doit shooter à f8 quand même s'il y a peu de lumière, il faisait la mise au point en étant à f8 pour avoir en temps réel quelle était la vraie profondeur de champ. Mais en faisant ça, ben, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre et donc l'autofocus pouvait patiner ou être beaucoup plus lent. Donc il y a un mode, soit on est dans ce mode standard-là, soit il y a un mode qui s'appelle focus sur la priorité sur la mise au point, où il va quand même faire la mise au point à pleine ouverture et après fermer au moment de la prise de vue à l'ouverture qui a été sélectionnée pour favoriser, pour avoir un maximum de lumière pour que l'autofocus soit le plus rapide possible. Donc ça, c'est un mode qui est apparu notamment avec le A7R4 qu'on a retrouvé sur tous les modèles qui ont suivi. Donc voilà une nouveauté importante pour la F. Alors, voilà. La poignée plus importante, je vous ai expliqué. Le petit bouton pour verrouiller l'exposition aussi. La prise flash, je vous ai expliqué. Voilà. Alors, quelque chose qui est apparu aussi, on peut maintenant avoir le function menu différent en vidéo et en photo. C'était déjà le cas avec la STR4, mais donc ça permet d'avoir ce second niveau de menu de raccourci donc via le bouton FN complètement différent en photo et vidéo. Donc, ça rajoute un degré de personnalisation du boîtier en fonction de l'usage photo ou vidéo. Donc, assez pratique. On a également cet affichage un peu plus graphique pour la personnalisation du bouton, donc toujours dans l'ergonomie pour faciliter, pour savoir ce qu'on fait. Et quelque chose qui était demandé depuis des années, qui a apparu avec le A7R4, pour le nommage des fichiers vidéo, ce n'est plus C1, C2, C3, C4, etc. Et quand on reformate, ça revient à 0. On peut customiser également, comme on le fait pour les photos, au lieu d'avoir DSC. Moi, par exemple, sur mon 7R4, j'ai mis 7 IV pour 7.4. J'ai mis A6, A66 pour mon A6000. Donc, on peut personnaliser les 3 premières lettres. Comme ça, quand j'ai mes cartes mémoire, je sais que ça vient de tel boîtier, etc. Et on peut faire maintenant la même chose complètement en vidéo. Et donc, on sait combien de vidéos on a pris depuis le début, je dirais, de l'achat de l'appareil, comme on le sait pour les photos. Ça va jusqu'à 10 000 et puis ça revient à 0, quoi. Donc, on sait combien de vidéos on a fait exactement et pas quand on formate, c'est remis à 0 à chaque fois. Donc, ça, c'est une petite nouveauté. Mais qui permet, qui est un plus bienvenu. Si vous avez plusieurs... Ah oui, il n'y a aussi pas de limite de temps en vidéo. C'était déjà apparu avec le CTR4. C'est reconduit maintenant pour tous les nouveaux appareils. Et si vous avez 2 boîtiers les mêmes, un 2 A92, 2 A7S3, ou bien que vous avez loué un deuxième boîtier ou un troisième boîtier
ou qu'on vous prête un boîtier en réparation, il y a moyen de sauvegarder toute votre configuration sur une carte mémoire et de la reloader dans le nouvel appareil de prêt ou de location ou dans vos second boîtier. Donc ça, c'est extrêmement pratique aussi parce que ça prenait quand même une petite heure à chaque fois pour tout configurer. Là, ça permet vraiment de dupliquer sa configuration et d'être opérationnel très rapidement. Les seules données qui ne sont pas répliquées sont les données dites personnelles. Donc, si vous avez mis un copyright sur votre nom ou les paramètres de réglage Wi-Fi, etc., certaines données dites sécurité sensibles ou personnelles, de par la réglementation, elles ne peuvent pas être copiées. Mais tous les autres paramètres de personnalisation des boutons, etc., tout ça est copié directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est bienvenu également. Petite nouveauté également, quand on enregistre, on peut afficher un cadre rouge sur tout le pourtour de l'écran. Donc avant, on voyait REC, mais ce n'était pas nécessairement très clair. Ici, si on fait pivoter l'écran, qu'on est en mode self-recording avec l'écran pivoté, quand on enregistre, tout le pourtour de l'écran devient rouge. C'est vraiment très clair qu'on est en mode enregistrement, quoi. Donc de nouveau, une petite nouveauté ergonomique agréable. L'affichage du point d'autofocus, je vous l'ai montré en direct, aussi très agréable pour voir s'il a bien fait la mise au point sur l'œil ou si au dernier moment, le sujet a bougé et ça a fait la mise au point à côté, quoi. Donc voilà encore une petite nouveauté. Alors, des nouvelles fonctions maintenant qui n'existent pour l'instant que pour la A7S3, mais qu'on espère retrouver sur les nouveaux modèles. Donc là, j'ai fini sur les nouveautés qui étaient communes avec le A7R4. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette partie-là déjà. Pas encore, pas encore. Mais pas, ben voilà. Si vous avez, de toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les demander. OK. Donc, une nouveauté, c'est le nouveau format de fichier HEIF, hein, EIF, ou enfin, on ne sait pas comment le prononcer, mais qui est en 12 bits plutôt que 8 bits. Et donc, qui permet même de gérer du HDR. Donc, c'est le format qu'on retrouve aussi sur les nouveaux iPhones, etc., qui donne beaucoup plus de latitude. Et pour les réfractaires du RAW, c'est une sorte de JPEG amélioré qui a beaucoup plus de latitude d'exposition, qui va permettre de corriger des choses beaucoup plus. Un intermédiaire entre le JPEG et le RAW, une meilleure compression. Et vous voyez que comme en vidéo, on peut choisir le niveau de couleur, 4.2.0, 4.2.2. Il y a différents niveaux de qualité de HEIF qu'on peut choisir. Alors, une autre option qui existe, bon, personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça peut intéresser certains, c'est la transmission des photos au smartphone, même avec le boîtier éteint. Ça consomme un tout petit peu de batterie, mais ça permet à partir de l'application Imaging Edge de, même si le boîtier est éteint, de sélectionner les photos et de les transmettre au smartphone. Donc voilà, une petite nouveauté en plus qui rallonge le menu. OK. Voilà. Après, il y a toutes les nouveautés vidéo qui sont amenées avec le A7S3. Là, on peut espérer qu'on aura sur des boîtiers non spécialisés vidéo de la 4K 50p. Est-ce que la 100p sera disponible pour tous les boîtiers ou seulement limité? À voir. On a une kyrielle d'options en termes de nombre de bits. On peut choisir du 4.2.0, du 4.2.2. On a vraiment le nombre d'options en vidéo en termes de qualité d'enregistrement a été très fortement augmenté. On peut choisir de coder toujours en S, qui est du H264, ou de choisir le nouveau format H265, hein, HEVC. Personnellement, j'ai essayé le HEVC, mais les fichiers sont tellement lourds, en tout cas en 4K 120p, malgré un iMac Core i7 boosté. Bon, il a 2-3 ans, mais ça ne suit pas, quoi. Donc, à moins d'avoir une machine d'enfer ou les tout nouveaux Apple iMac avec les nouvelles puces, c'est très bien pour avoir des fichiers plus réduits, mais le post-traitement
nécessite une machine extrêmement puissante pour arriver à traiter ces fichiers en direct, quoi. Voilà, donc ça c'est mon expérience. De même, d'habitude, le codage dont on a l'habitude, c'est le long GOP, hein, où il ne code que les variances entre deux images. Il y a moyen de faire du all intra, où il capture absolument tous les frames, mais on arrive à des tailles de fichiers absolument gigantesques, avec une amélioration qui est minime. Donc, si vous faites vraiment une production vraiment pour le cinéma, c'est des genre je dirais, d'options qui peuvent être utiles, mais dans la plupart des cas, même pour des productions commerciales, etc., à moins dans des conditions très très précises, on peut se contenter, entre guillemets, des modes classiques XAVC 4K, mais choisir par contre un débit d'enregistrement plus élevé, etc. Mais les autres modes, All Intra ou H265, donc en HEVC, eux, nécessitent un matériel derrière assez spécifique pour pouvoir arriver à le traiter, quoi. Donc voilà, donc c'est pas tout d'avoir ça sur le boîtier, il faut avoir toutes les machines et toute la chaîne en aval qui est capable de les traiter. On a également du ProRes RAW via l'HDMI. Donc, si vous avez un Atomos Ninja, j'en ai un ici, on peut effectivement enregistrer en ProRes RAW directement. Donc, ça fonctionne aussi, mais de nouveau en 50p, pas en 100p. OK. Alors, il y a quelques options très avancées en vidéo que je ne pense pas qu'on va retrouver sur d'autres boîtiers pour le réglage des molettes d'exposition. Une option qu'on va peut-être retrouver, c'est beaucoup plus de flexibilité dans les zébras, avec possibilité de définir non pas des seuils, mais aussi des gammes. Donc ça, on a vraiment beaucoup plus de flexibilité pour la gestion des zébras. On verra si ce genre de nouveauté se reconduit dans tous les boîtiers ou pas. Une autre option qui est pas mal en vidéo, c'est la vitesse de changement de balance des blancs. Donc, imaginons qu'on vienne de l'extérieur et qu'on rentre dans une maison qui est éclairée par des néons. On va avoir quelque chose d'assez brutal pour la transition à cause de la balance des blancs, c'est automatique. Ici, il y a moyen de régler ce qu'on appelle la balance des blancs sans à-coup, donc la vitesse à laquelle la balance des blancs va changer pour avoir un effet doux. Comme on a des possibilités de régler la vitesse de l'autofocus pour avoir un autofocus qui n'est pas trop rapide, pas trop saccadé, il y a une option ici pour régler la vitesse à laquelle la balance des blancs change. J'ai encore une question aussi de Bruno. Au niveau du comptage des déclenchements photo, comment est comptabilisé le nombre de photos prises avec l'obturateur électronique? Techniquement ou sur les numéros de photos? Parce que quand on clique, que ce soit électronique ou pas, il va incrémenter le compteur. Le problème, c'est plus lors de la revente d'un boîtier où il y a des petits outils pour calculer, en faisant du reverse engineering, quel est le nombre vraiment d'actuation de déclenchement du shutter. Et là, les parties électroniques ne sont pas nécessairement comptabilisées. Donc, ça, on n'a pas quelque chose de totalement fiable pour connaître le nombre exact de déclenchements, je dirais, donc, si quelqu'un travaille en full électronique ou en full, on aura, oui, des différences vraiment dans le comptage, mais il n'y a pas, à ma connaissance, un outil vraiment exact qui donne le vrai nombre, etc. Si on utilise l'obturateur de rideau avant, oui, non aussi, ça va influencer sur ces compteurs et donc le calcul qui est donné est approximatif, c'est indicatif si vous avez 10 000 ou 100 000, mais on n'a pas le vrai décompte exact, ce n'est pas quelque chose où on a un outil entièrement fiable là-dessus. Il faut une différence de qualité en termes entre électronique et mécanique. Dans un cas standard, non. Dans des cas particuliers, avec des problèmes justement de luminosité, avec des lumières intérieures, avec certaines fréquences, oui. Hein, le mécanique sera mieux.
mais par contre, le mécanique sera un peu moins bon en termes de vitesse d'autofocus, de mise au point, etc. Il y a aussi le mécanique, il y a deux modes mécaniques, puisqu'il y a le mécanique, le second rideau mécanique, mais pas le premier, qui est compatible avec les flashs. Mais il y a aussi un mode full mécanique avec deux clac-clac qui peut être utile pour certains, quand on shoot à vitesse très élevée, à des f1.4 pour la forme des ronds de bokeh. Mais voilà, c'est une question, est-ce qu'on a vraiment besoin des silencieux? Est-ce qu'on a besoin de la plus vitesse, la maximum possible? Ou est-ce qu'on va shooter souvent en flash? Il faut savoir aussi que, par exemple, à partir du A7R4, ils ont revu l'obturateur, donc il est beaucoup plus silencieux que sur l'A7R3 ou l'A7III. Donc, voilà, moi quand je fais mes tests photos, je reste en obturateur mécanique. Quand je fais de la rafale pour pas effrayer justement les modèles que je prends en photo ou autres, parce que sinon ça fait clac, clac, clac en continu, je me mets plutôt en électronique. Si je suis dans la rue aussi euh, pour que les gens n'entendent pas ce clic, je me mets en électronique. Donc, selon les cas de figure, j'utilise l'un ou l'autre, mais rarement en disant, ah, la qualité va être meilleure, donc je vais plutôt utiliser ça. C'est plutôt, ah, je suis en lumière artificielle, donc je vais plutôt prendre, pour être sûr, le mécanique. Ou, ah, je vais faire de la rafale, je veux discret, donc je prends l'électronique. Ce n'est pas pour des raisons nécessairement de qualité. Il y a des cas où on verra des différences, mais c'est quand même assez précis, quoi. C'est des cas particuliers. Marc, je veux encore te remercier beaucoup pour cette Bien. belle présentation. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.